Bonjour à tous. Bon, alors avec beaucoup de retard, je sors cette vidéo qui a pour but de résumer un peu la série de vidéos que j'ai faites sur le port d'armes à feu et les arguments en leur faveur, que relaye très régulièrement AstronoGeek sur ses chaînes respectives. Alors, pour rappel, si vous avez suivi ma série vidéo, vous aurez bien compris que je n'ai rien contre l'utilisation d'armes à feu dans le cadre d'un loisir. Moi, je comprends tout à fait que ça puisse être un vrai plaisir pour certains. Par contre, je suis fermement opposé au port d'armes à feu citoyen, c'est-à-dire à ce que des civils puissent être armés dans la rue. Je suis contre, quelle que soit la sévérité des critères de sélection des individus. Alors, grâce à vos commentaires, qui n'ont pas toujours été très friendly, comme on dit, j'ai pu relever les arguments qui reviennent le plus souvent chez les militants du port d'armes à feu, comme l'ARPAC, association qui milite pour le port d'armes à feu citoyen. Et donc, je voulais proposer une sorte de petit tuto pour répondre à ceci. Tiens, au passage, vous savez qui c'est qu'on retrouve sur le site de l'ARPAC ? Notre ami AstronoGeek, vous savez, le garçon qui ne cherche qu'à défendre le tir sportif et qui ne défend absolument pas le port d'armes à feu. Même s'il n'a fait qu'une seule vidéo sur le tir sportif sur sa chaîne Plomb, Poudre et Laiton, même s'il ne présente que des arguments favorables au port d'armes, qu'il l'a déjà écrit, qu'il l'a déjà dit, qu'il était pour, qu'il a fait des lives avec l'ARPAC. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? ARPAC, association qui défend aussi la notion juridique de présomption de culpabilité à la place de légitime défense. Ce qui se traduirait par, vous savez, ah bah ouais, monsieur, je lui ai tiré une balle dans la tronche, mais bon, Voilà. Mais bon, passons, pas d'amalgame, c'est vrai qu'AstronoGeek, lui, ne cherche qu'à dénoncer l'hoplophobie. Il y a bien évidemment rien de politique dans ses vidéos ou son discours. D'ailleurs, au passage, je vous invite à chercher qui a inventé ce mot hoplophobie. Alors en soi, c'est pas un argument, mais je pense que c'est toujours très intéressant de savoir d'où les mots viennent. Après, je tiens à préciser aussi que ce n'est pas son goût pour les armes à feu qui me dérange. Il en a tout à fait le droit. Mais ça, je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. Oui, alors ce qui est important, c'est les armes surtout déclarées dont il faut parler, puisque quand on regarde au niveau des statistiques ou de ce qui se passe à l'année, ne serait-ce qu'à l'année, des cas d'usage des armes de manière en légitime défense ou non, mais qui aboutissent à des meurtres, c'est extrêmement rare que ça vienne d'une arme correctement déclarée. D'ailleurs, en général, on le sait jamais. Alors ça, je suis pas allé vérifier si c'était vrai, donc je vais partir du principe que ça l'est. Cet argument ne justifie nullement le fait de faciliter l'accession aux armes à feu. En effet, à moins que vous soyez capable de fabriquer une Kalachnikov dans votre garage... Flex une Kalash, c'est juste pour te casser les couilles. Faut pas oublier que toutes les armes illégales ont un jour été légales. L'augmentation du nombre d'armes légales provoquera mécaniquement une augmentation du nombre d'armes illégales, et donc de crimes, si on suit le raisonnement des gens qui vous avancent cet argument. Ce n'est pas en augmentant le nombre d'armes légales qu'on va baisser le nombre d'armes illégales. Au contraire. Admettons que ça, c'est fait pour tuer. Bon. Et alors ? Comment ça ? Et alors ? Bah ouais, admettons que ça, c'est fait pour tuer. En quoi ça présage de l'usage que je vais en faire ? Une arme, c'est un morceau de bois et de métal sans volonté propre. Elle fera que ce que vous voulez qu'elle fasse. Alors voilà un argument qui respire bon l'idéologie libertarienne. L'idée que l'on est l'unique responsable de nos actes, que tout n'est question que de volonté, de responsabilité individuelle. Le discours d'un débile de droite. En effet, il n'existe donc pour eux aucun déterminisme. Tout n'est qu'une question d'individus qui seraient des espèces d'auto-entrepreneurs, ou pour un gauchiste plutôt des auto-exploiteurs, de leur propre vie.
Mais bon, pour répondre à cela, je vais me contenter de citer le site de prévention de la criminalité suisse. La Suisse, vous savez, l'Eldorado des militants pro-armes. Mais la Suisse, je vais y revenir un peu plus tard. Donc qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces gens-là ? Ce ne sont pas les armes qui tuent, mais les gens qui les portent. Ce lieu commun exprime l'idée que l'agression humaine est une menace pour autrui, et non pas l'arme en soi. Un pistolet ne se dégaine pas tout seul, bien évidemment. Néanmoins, de l'avis des criminologues, il est trop simple de pointer les seuls mobiles humains, car les instruments utilisés ne sont pas anodins. Se défendre à main nue ou attaquer quelqu'un à coups de poing et pied requiert bien plus d'aptitude et de détermination que de presser la détente d'une arme. La législation en tient compte puisqu'elle n'autorise pas la vente libre d'armes et encadre leur utilisation. Donc voilà, même les criminologues suisses reconnaissent que c'est crétin comme affirmation. D'autre part, on peut noter qu'une personne responsable armée aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Je me débarrasserais de toutes mes armes dans la seconde si je pensais que je pourrais m'en servir pour faire du mal sur un coup de sang. Autant que je vous le dise, si une fois il y en a un qui débarque, effectivement, c'est pas moi qui appellerai les flics, c'est lui une fois qu'il aura pris de la chevrotine dans le cul. Et aussi, c'est nier que l'objet peut avoir une influence sur l'individu. À titre personnel, je connais beaucoup de personnes qui deviennent particulièrement agressives ou un peu concon lorsqu'elles se retrouvent derrière leur clavier ou derrière le volant d'une voiture. Bref, vouloir tout limiter à la responsabilité individuelle, c'est absurde. Nous ne sommes pas indépendants de notre environnement. Bref, cette petite comparaison va me permettre de faire la transition avec le troisième point que je voulais aborder, les comparaisons abusives. Alors, ce point-là, c'est la grande spécialité des militants pro-armes. Comparer tout et n'importe quoi. Ce que Vlanx appelle dans sa vidéo le sophisme du qualitatif et du quantitatif. Alors, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas comparer tout et n'importe quoi, sinon, comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo, il faudrait interdire les lits d'hôpitaux parce que c'est là où les gens meurent le plus souvent. Bref, il est nécessaire de définir un cadre de réflexion pour établir des comparaisons. Personnellement, je vous propose celui-ci, il est loin d'être parfait, il est un peu simpliste, mais il permet déjà d'avoir une première approche de ce qu'est une comparaison valide. Après, si vous avez autre chose à proposer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Alors, dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer la fonction primaire d'un objet, c'est-à-dire l'aspect qualitatif. Si les objets n'ont pas la même fonction primaire, pas la peine d'aller plus loin dans la comparaison. Alors, je m'explique. Prenons l'exemple de la voiture, qu'utilisent très souvent les militants pro-armes. La fonction primaire d'une voiture, c'est de se déplacer. Certes, elle peut aussi avoir une fonction secondaire, elle peut servir d'arme, mais si vous retirez la voiture à quelqu'un, en même temps, vous allez supprimer sa fonction primaire, c'est-à-dire que vous allez l'empêcher de se déplacer. Il pourra plus aller faire ses courses, il pourra plus aller au travail, il pourra plus aller voir ses amis, il pourra plus partir en vacances, etc. À l'inverse, si vous supprimez l'arme à feu, qui elle a été conçue donc pour atteindre physiquement une cible, je sais pas moi, une cible en carton, des animaux, une belle-mère, sans avoir à s'en approcher, eh bien vous l'empêchez uniquement donc de faire mumuse ou d'aller flinguer Bambi. Oh génial, mangeons Bambi. Bientôt sur vos écrans. Bref, ça n'aura pas du tout le même impact sur sa vie que si vous lui supprimez sa voiture. Donc si les objets n'ont pas la même fonction primaire, la comparaison n'est pas recevable. Cependant, les militants pro-armes ont aussi d'autres comparaisons qui, elles, sont plus intéressantes. On t'entend pas te plaindre des arcs, des javelots ou des sarbacanes, même quand ça sert vraiment à tuer. Voilà, maintenant on tient tous les deux dans les mains des objets dont la conception a tourné autour du fait de tuer le plus efficacement possible des animaux.
Donc là, on a bien des armes qui sont faites pour tuer. On peut donc évaluer le deuxième critère, à savoir l'aspect quantitatif, la quantité de danger que représente cette arme. Alors, pour la tapette à mouche, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il est moins dangereux si votre agresseur a une tapette à mouche dans la main qu'une Kalachnikov. Ensuite, pour l'arbalète là, et pour l'épée, l'arc, tout ça, c'est un peu différent. Cependant, elles ne sont pas aussi efficaces qu'une arme à feu. Ce n'est pas pour rien qu'on n'envoie pas des soldats sur les champs de bataille avec des arcs et des flèches. C'est beaucoup plus lent à recharger, c'est moins précis, etc. Bref, à titre personnel, moi, je ne connais aucune arme que l'on peut tenir à la main et qui soit comparable avec les armes à feu. Il n'existe à ma connaissance pas de pistolet laser ou je ne sais quelle autre arme là qu'on peut voir dans les jeux vidéo. Hello, heavenly, come along with me. Ah, le mythe de la Suisse. Un argument qui revient très souvent chez les militants pro-armes. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le port d'armes est strictement interdit en Suisse. Vous n'avez pas le droit de vous promener avec une arme chargée. Les chargeurs doivent être séparés de l'arme et ils doivent être vides, sinon vous risquez une grosse amende et la confiscation du matériel. Ensuite, il est souvent affirmé que la Suisse serait le deuxième pays le plus armé au monde. Et c'est pas les États-Unis et tous derrière à la file très très loin. Il y a les États-Unis, il y a la Suisse qui est bon loin derrière, mais les États-Unis, franchement, ils pètent le game, d'accord? La Suisse. Les estimations du nombre d'armes qui y circulent varient autant qu'ailleurs, mais les plus optimistes placent la Suisse en deuxième pays le plus armé au monde. Ce qui est factuellement faux. Alors, trouver des stats sur ce genre de sujet est très compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que c'est non. Enfin, il y a aussi cet argument sur la Suisse avec lequel je suis tout à fait d'accord, souvenez-vous. Pourquoi ? Eh ben, repensez à la question sous le prisme des disparités sociales et vous aurez une bonne piste. Comme je l'avais déjà expliqué dans ma première vidéo, lorsque l'on regarde les indicateurs de développement humain, on s'aperçoit que l'on est beaucoup, mais alors beaucoup plus proche des États-Unis que de la Suisse. Donc il est logique de croire qu'avec la même politique sur les armes à feu, on aurait les mêmes résultats qu'eux. Alors ça, c'est un enjeu principal autour du débat sur les armes à feu. Durant mes recherches, j'ai pu constater que la plupart des chiffres avancés par les militants pro-armes sont issus de rapports de John Lott. John Lott, c'est un économiste américain spécialisé, militant pro-armes à bloc. Alors, je vais pas tous les éplucher, j'ai pas vraiment le temps de mesurer la robustesse des chiffres, etc. Mais j'ai pu constater quand même ces rapports sont souvent utilisés et détournés par les conservateurs. Un bon exemple de cela, c'est la vidéo d'Astronogeek sur les armes à feu aux États-Unis. En effet, il utilise ces chiffres pour parler des fusillades de masse, alors que les chiffres dont sont issues l'étude, avec lesquels sont construits tous ces jolis petits camemberts, elles ne parlent absolument pas de fusillades de masse. Il y a donc tromperie. Les affirmations comme quoi les fusillades auraient lieu majoritairement dans les gun-free zones, que les armes servent avant tout à protéger, que les tireurs civils seraient super efficaces, tout ça, patati patata, tout ça, ce n'est pas recevable. Pour rappel, ces rapports ne représentent que 0,37% du nombre d'homicides par arme à feu aux États-Unis, et qu'on exclut toutes les fusillades liées aux guerres de gangs, au trafic de drogue, etc., comme je l'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo. Previously on Breaking Bad. Bref, et de ça, donc, j'ai extrait... Je me suis fait chier, je vous assure, je me suis fait chier. J'ai extrait, donc, l'ensemble du nombre d'homicides volontaires sur 22 ans. Et donc, on est à 216 883 morts. Voilà. Donc sur la même période, les données à partir desquelles Astronogeek nous présente ces jolis camemberts, tout ça, là, on a 799 morts.
ce qui représente 0,37% du nombre d'homicides volontaires aux États-Unis. AstronoGeek, en fait, il tient tout son raisonnement, tous ses petits camemberts. Dans les rares cas où en face du tireur se trouvait un civil armé, les 3/4 d'entre eux ont réussi à arrêter le tireur, et dans tous les cas, en donnant le change au tireur, aucun bénéficiaire de port d'armes n'a tué ou blessé un innocent au passage. Toutes ces justifications en ne tenant pas compte de 99,63% des homicides volontaires par arme à feu aux États-Unis. Tout ce qu'il raconte, il le base sur uniquement 0,37%. Cependant, il existe des études qui parlent de la dangerosité des armes à feu. Par exemple, concernant le suicide. On sauve pas un suicidaire en lui prenant l'objet avec lequel il veut se suicider, parce qu'il a 1000 et une autres manières d'arriver à ses fins. En supprimant les armes, on ferait baisser le nombre de suicides par arme à feu, mais pas le nombre de suicides. Numéro 6. Rendre moins accessibles les moyens de se tuer sauve des vies. Il y a une idée reçue que vous avez peut-être déjà entendue, selon laquelle une personne qui veut vraiment se suicider trouvera toujours un moyen de le faire. Voilà l'archétype de la connerie, je veux dire de l'idée toute faite qui empoisonne la prévention du risque suicidaire. Bon là, le pépère AstronoGeek, on est sur du raisonnement niveau platiste ou climato-sceptique à la Tatiana Ventos, quoi, qui nous explique que c'est mon ressenti. Donc, pour rappel, Previously on Breaking Bad. lorsque l'on observe en fait le ratio entre le nombre de morts et la tentative, on s'aperçoit que le suicide par arme à feu est de loin, excusez-moi de le dire, mais la méthode la plus efficace. Dans 90% des cas, la personne ne survit pas. Bon, ça paraît plutôt cohérent, puisque, bon, les armes à feu, on a beau dire ce qu'on veut, mais elles ont quand même été à l'origine conçues pour tuer. Ensuite, il y a une autre variable qui est, à mes yeux, très intéressante, c'est le pourcentage de récidive. En effet, je me suis renseigné, que ce soit en France ou aux États-Unis, on estime qu'entre 60 et 70% des gens qui ont survécu à une tentative de suicide, eh bien, ils ne récidivent jamais. Il est donc, à mes yeux, légitime de croire qu'en supprimant le moyen le plus efficace de mettre fin à ces jours, eh ben, il y aurait moins de morts. Ou du moins, ça me paraît quand même beaucoup plus probable là que le raisonnement un petit peu au doigt mouillé là d'AstronoGeek qui prétend que les armes à feu n'ont pas d'influence sur le nombre de morts par suicide parce que c'est trop long. Ensuite, concernant la protection qu'apporteraient les armes à feu, bah écoutez, c'est très 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 loin d'être prouvé. D'ailleurs, dans le billet de blog de Science Étonnante, que nous avait cité AstronoGeek comme une preuve irréfutable de patati patata, il le dit aussi. Quant au taux de protection apporté par la possession d'une arme, c'est encore moins clair. Il se pourrait même que ce taux soit négatif, car à partir du moment où l'agresseur voit que sa victime possède une arme, il va être plus enclin à tirer. Bref, il y a du travail en perspective pour alimenter ce modèle, et c'est précisément ce que les auteurs espèrent pouvoir expliquer, blablabla, blablabla, blablabla. Et ça appuie aussi ce qui était dit dans la thèse de Lauriane Petit, là. Voilà, donc je vais vous le rappeler. Donc, la relation entre les homicides et le port d'armes à feu est positive, éjectant toute preuve associée à un effet d'autodéfense. L'hypothèse de l'autodéfense en tant que solution au maintien de l'ordre n'est donc pas appuyée. Le désir de vengeance et la volonté d'éliminer des témoins sont des facteurs expliquant un usage létal de l'arme à feu. De plus, l'arme à feu faciliterait les actes violents, impulsifs ou accidentels chez les jeunes. Une étude Gabor 2016. À lire, je ne l'ai pas lu. Alors certes, là, petit message perso, Jordanix, c'est une thèse, ce coup-ci j'ai pas fait l'erreur de langage, et c'est pas une étude avec un peer reviewing, quoi. Mais quand même, cela représente plusieurs années de travail. Faut savoir qu'une thèse, il y a un jury de thèse qui contrôle. Bref, c'est peut-être pas parfait, mais c'est déjà autrement plus sérieux, quoi, que les sources d'AstronoGeek, là, avec Maggie la Trumpiste.
Those that have concealed carry permits, on average, commit less crime than police. Imagine that. Vous êtes sérieux? Et concernant le lien entre criminalité et armes à feu, il existe bien des études qui semblent le confirmer. Même le minarchiste qui n'est pas opposé aux armes à feu le reconnaît. Comme on l'a vu précédemment, il y a derrière le débat autour des armes à feu un vrai débat politique, voire même idéologique, qui tourne autour de la responsabilité individuelle. La vraie question est de déterminer si l'augmentation du risque est acceptable compte tenu des bénéfices qu'elles apportent, à savoir défoncer des cibles en carton dans un champ, faire du bruit ou apporter un sentiment de protection à son propriétaire. Eh bien, cette évaluation du risque, elle est très personnelle, et j'ai pas grand-chose à répondre à AstronoGeek s'il estime que oui, c'est acceptable. Alors, pour illustrer cela, moi, je prends tous les matins ma moto pour aller travailler. Eh bien, je prends plus de risques de me tuer que si j'y allais en voiture. Est-ce que je suis donc pour l'interdiction de la moto? Eh bien, non. J'estime que ce risque est acceptable. Mais moi, je ne nie pas, ou plutôt ne minimise pas le risque, contrairement à AstronoGeek ou autres militants pro-armes qui prétendent que les armes à feu sont des jouets ou qu'elles n'ont aucune influence sur la santé publique. Par exemple, le nombre de morts, suicides, homicides volontaires, accidents, etc. Cependant, certains vont aussi me faire remarquer que la cigarette et l'alcool tuent beaucoup plus de monde que les armes à feu. C'est peut-être vrai, je n'en sais rien, mais ce n'est pas une cigarette qui va vous tuer, c'est 20 ans de tabagisme. De la même façon, c'est pas un verre de vin qui va vous tuer, c'est plusieurs années d'alcoolisme. Alors que, avec une balle, en une fraction de seconde, tout s'arrête. Bref, je ne suis pas pour démocratiser un objet qui, compte tenu de la société dans laquelle on vit, permette facilement de détruire tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez construit et tout ce que vous allez construire dans l'avenir. Allez, des bisous et à plus.